Salut à tous, bienvenue au balado plein écran, jour 9 de la programmation. C'est déjà la fin. Un balado qui est présenté en collaboration avec les fabuleux copains du son et la Caisse des jardins de la culture. Allô Alex. Allô Ariane. Jour 9. C'est déjà terminé. Ça a passé beaucoup trop vite, comme à chaque année. Ce 10e anniversaire a passé trop vite, mais on a un vraiment beau programme. En fait, on termine cette série balado en beauté. On va s'entretenir avec 2 duos. Vous allez voir en premier Nicolas Lachapelle, le cinéaste derrière le film de clôture de plein écran, Le Punk de Natasha Kwan. On s'entretient aussi avec Alexa Tremblay-Francoeur pour le superbe La Petite Ancêtre. Ancêtre, une conversation qui promet, vraiment. Oui, absolument. Et on termine en beauté avec qui? On termine avec un duo de feu. On s'entretient avec Rémi Saint-Michel pour Zoé et Élie Jean Tachi pour Angel. C'est merveilleux. C'est une programmation de feu. Merci d'avoir été avec nous, puis bonne écoute pour le tout dernier. Bonne Bisous. écoute. On a Alexa Tremblay-Francoeur avec nous. Bonjour. Bonjour. Avec le film La Petite Ancêtre. Oui, un film d'animation. Et puis, on a Nicolas Lachapelle, le réalisateur du Punk de Natasha Kwan. Allô? Eh bien, on peut commencer par des petites questions pour se réchauffer. Je pense que vous avez compris avec notre décor que notre thématique de cette année, c'est la fête, parce que c'est notre 10e anniversaire. Super belle affiche, d'ailleurs. Je me demandais, c'est quoi le plus beau cadeau de fête ou le meilleur cadeau de fête que vous avez reçu? Oh my God. Pour mes 30 ans, mes amis se sont tous mis ensemble puis se sont cotisés pour m'offrir des cours de poterie. Et en fait, c'est un beau cadeau. C'était vraiment le fun. Mais le vrai cadeau, c'était... Ils voyaient bien que j'étais un peu en train de virer sur le top puis de me fatiguer. Puis c'était une manière de me dire de rester un petit peu en place puis d'affronter la stillness un petit peu puis d'être comme concentré sur quelque chose. Fait qu'il était comme, on veut que tu sois avec nous dans la même ville pendant plus que 3 semaines. Prendre des cours de poterie, ça va t'obliger à être là pendant comme au moins un trimestre. Puis ça a un peu... je pense que j'ai un peu chiré parce que là, j'ai presque plus envie de faire des films. Je veux juste faire de la poterie. J'y vais 3 jours par semaine. Je suis rendu comme... OK, mon t'en Instagram... fais toujours. Ouais. Ça fait 1 an et demi, là, puis genre, mon Instagram est juste plein de poterie, puis je pense juste à la poterie, puis je suis rendu complètement cinglé. Fait que je sais pas si c'était ça le but du cadeau, mais en tout cas, ça m'a fait prendre fais, genre des bols, des des petits tasses, pots, des petites sculptures. Ça veut dire, t'as-tu un four, genre vraiment pour Je vais faire dans un des atelier. poteries? Ouais. OK, Puis je fais du tournage, là. Fait que je fais des pots, des petites copes, des bougeoires. Toutes mes amies. Genre, j'en fais tellement trop que j'en mets... tu sais, mes amis en ont comme déjà beaucoup, là. Fait que je suis comme gêné de leur en donner plus. Fait que je les mets au chemin devant chez nous, genre sur le trottoir. Puis je suis juste comme... Les gens les ramassent, puis that's it. C'est toi qui donnes des cadeaux de Fait fête. que j'ai vraiment chiré. Ouais. Puis ça t'a recentré. Quand même, ouais. Il y a, en tout cas, là, c'est un autre podcast complètement, mais je peux vraiment parler de à quel point il y a comme quelque chose d'hypnotisant, puis je suis capable de rester devant ma mode de terre pendant genre 5 heures, puis je vois pas le temps passer, puis je suis comme complètement hypnotisé. C'est vraiment... Ça me donne envie d'essayer. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est drôle hein, que tu dis ça parce que j'ai une amie, c'est exactement la même chose qui est arrivée. Elle est comme complètement obsédée, puis elle est comme, t'as-tu besoin d'un autre cadeau? Et puis toi, Alexa? Ben moi, j'arrive pas à penser à quelque chose de physique, tu sais, mais à un moment donné, c'est mon chum, je m'ennuyais, tu sais, j'habitais à Chicoutimi depuis 6 ans, puis là, je m'ennuyais beaucoup de mes amis de Québec. Puis il m'a fait une fête surprise énorme avec toutes mes amies de Québec qui étaient descendues à Chicoutimi pour ça, puis ils sont restés pendant 3 jours. Ça a été vraiment génial, là, juste l'ambiance de se retrouver. Puis tout ça. Ça, c'était vraiment le plus beau cadeau là, que j'ai eu de sa part. Là. Une fête, c'est un beau cadeau. Ouais, une fête, c'est un beau cadeau. Moi, je me rappelle pas tant de l'objet en tant que tel. Je me rappelle de le feeling que tu as eu quand tu as vécu ça. Là. Ouais, ça a été ça le plus beau. Puis je suis bien sentimentale, bien sentimentale? Oh! Ben oui. Puis est-ce que tu l'as senti un peu venir, la surprise? Parce que des fois, non. C'est vraiment... On était censé... Mon père était descendu, on était censé aller manger au resto. Puis finalement, ils m'ont joué un tour complètement. Ils m'ont emmené chez quelqu'un...
Puis c'était un gros party dans un appartement. Wow. Ouais. Mes amis, prenez des notes, c'est ça que je veux. Ouais. Après la poterie, je veux des gros parties. Mais ça peut être un party poterie. Party, poterie, c'est Ben bon? oui, C'est des bon? tours partout, puis là, tout le monde fait de la poterie. C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais. Ouais. C'est une excellente idée. On peut commencer par toi, Alexa. Oui, OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton film, nous expliquer c'est quoi? Moi, je suis cinéaste d'animation, puis je fais vraiment du dessin animé. Fait que chaque seconde du film est dessinée image par image. Puis là, je cherchais un sujet qui m'est tombé comme un peu dessus par hasard. Je marchais, dans le fond, pour aller au travail à un moment donné, puis je passe devant une maison qui, à Chicoutimi, était quand même assez connue. Elle portait le nom de la maison Bossé. Puis là, je trouvais ça bizarre parce qu'il y avait vraiment une manifestation devant la maison. Des gens avec des pancartes, des gens qui criaient, qui scandaient des trucs. Là, je me demandais, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Là, je me suis rendu compte, en fait, qu'elle allait démolir cette maison-là. Puis, je trouvais ça un peu particulier parce qu'elle avait un cachet exceptionnel. C'était une maison ancestrale, tout ça. Puis là, je suis partie, en fait, sur des recherches historiques après ça sur la maison, sur le patrimoine bâti québécois, sur le fait aussi que j'ai appris qu'avant cette maison-là, ben, c'était un quartier ancestral qu'il y avait à cet endroit-là, qui avait tout été démoli. Puis c'était comme la dernière maison, genre le village d'irréductibles gaulois qui résistait encore et toujours à l'envahisseur, tu sais. Puis qu'elle allait être démolie. Puis malgré la population qui a fait des manifs, puis tout ça, qui voulait pas détruire cette maison-là, ben, elle a été rasée pour construire un parking, tu sais, un stationnement. Fait que là, le sujet était comme déjà là. Fait que moi, après ça, c'était comment mettre ça en image pour parler du patrimoine bâti, parce que, tu sais, quand on fouille un peu ce sujet-là, on se rend compte que, tu sais, au Québec, on a un peu de la misère à protéger nos bâtiments. On n'est pas bon. On est vraiment pas bon. Quand tu compares à d'autres pays en Europe, tu sais, on est vraiment pas bon, là. Fait que pourquoi, en fait, on a autant de misère? Pourquoi est-ce qu'on considère pas que c'est important? Ben, c'est qu'en fait, on se compare tout le temps à des plus vieux pays. T'sais, on se dit nos bâtiments ont 200 ans. C'est pas vieux quand tu compares à 2000 ans en Europe. Mais l'affaire, c'est que quand on détruit nos bâtiments quand ils ont 200 ans, ben, ils n'auront jamais 2000 ans. C'est ça le problème aussi. C'était vraiment ça mon sujet. Puis en fait, c'était juste important pour moi d'en parler. Puis je voulais faire de quoi de beau. Fait qu'un film joli, qui est le fun à regarder, mais qui parle d'une problématique qui me tient à cœur, dans le fond, là, qui est importante pour moi. Fait que ça a été ça, dans le fond, du début à la fin là, du projet. J'aime beaucoup aussi le mouvement, tu sais, comme les transitions. C'est comme un time-lapse, une chronologie. Oui, c'est vraiment ça. Je me demandais, est-ce que de A à Z, par exemple, est-ce que tu as fait un travail de recherche pour comme les anciennes maisons? Oui, ben en fait, ça a été... Moi, c'est quasiment un problème que j'ai, là, c'est que je veux que tout soit comme véridique, là, que tout ait un lien avec l'histoire puis il faut que ça soit exactement pareil. Fait que j'ai passé comme 2 mois à regarder c'était quoi les lampes à l'huile de l'époque au Québec, tu sais. Wow. Fait que là, tout est exactement d'époque. Puis, tu sais, il y a eu une recherche de plusieurs mois de juste essayer de trouver des maisons, de trouver des photos, en fait, de l'intérieur de la maison. Parce que j'avais beaucoup de photos de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'avais absolument rien. Puis moi, tu sais, c'est mon problème. Il faut vraiment que je trouve, que je vois exactement ça ressemblait à quoi. Puis là, j'ai fait aller mes contacts un peu. Là, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà habité la maison? Puis là, j'ai fini par trouver une personne qui était rendue vieille, là, mais à l'époque, elle avait 14 ans, elle résidait dans la maison. Elle avait pris une vingtaine de photos de sa chambre, de sa famille, dans la cuisine, tout ça. Puis là, j'avais 20 photos de l'intérieur de la maison. Fait que là, j'ai pu faire le film basé sur ces 20 photos-là. Incroyable. Mais introuvable autrement que par les réseaux sociaux puis le réseau de contacts, tu sais. Fait que, après ça, c'était juste un travail de dessin puis de conception visuelle. Juste un travail de dessin. Oui, c'est ça. Une animation. Juste un travail de dessin, oui. Qui a quand même duré 2 ans. 2 ans de dessin. Oui, c'est ma prochaine question. Ça a été fait sur 2 ans. Oui, 2 ans à temps plein de dessin. Là, à la fin, là, le poignet, là, ça marchait plus. Là, mon Dieu. C'était vraiment compliqué. Mais tabarouette, on était fiers du résultat à la fin. Là. C'était vraiment... Avec raison. Quand on a fini par poser les derniers effets visuels, que le montage était terminé, qu'on a posé la musique dessus, on a fait « OK, on a quelque chose. » Ça, c'était... Puis là, à la fin, tu sais probablement de quoi je parle, mais t'es tanné de ton projet. Genre vraiment, vraiment tanné. Puis moi, j'étais plus capable de le sentir. Là. Mon projet, j'étais comme... Là, tu l'haïs? Oui, tu l'haïs. Là, tu vois juste les défauts. Ouais. Fait que là, j'ai envoyé à la distribution, je veux plus en entendre parler. Ouais. Ils sont utiles, ces gens-là. Hein? Toi, tu l'haïs, là, tu veux plus rien savoir, puis eux, ils sont comme...
C'est comme, ah ouais, un beau bébé, Ouais, on va s'en ouais, occuper. ouais, tu sais. On n'a plus besoin après. Je me demande, est-ce que ton film, tu l'as montré à des acteurs de la gentrification ou de... Non, je l'ai montré aux gens qui ont vécu dans la maison. OK. Je l'ai montré aux gens qui étaient intéressés par le patrimoine bâti, à l'équipe de film, tout ça. J'ai fait une petite séance de projection juste pour ces gens-là, là, pour leur montrer à quel point leur aide avait été précieuse dans ce projet-là. Puis, il y a du monde qui ont pleuré quasiment, là, Mais de c'est voir touchant. la maison vivante à nouveau, parce que là, elle était détruite depuis un bout, à ce moment-là. Fait Quand que, est-ce qu'elle a été détruite? En 2018, oui. Puis le OK. film a été finalisé en 2024, fait que c'était encore frais, là. Ouais. Puis la réception était vraiment bonne. Puis après ça a juste déboulé. Il était là un peu partout, ce film-là. Puis Ouais. autant au Québec qu'à l'international, tu sais, j'ai l'impression que ça touche des cordes sensibles un peu partout. Je pense que chaque pays, chaque ville a un peu cette même problématique-là à un certain point. Fait que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est international, en fait, dans cette thématique-là, là, puis qui peut fonctionner là, n'importe où. Là. C'est pour ça que je pense qu'il roule aussi bien. Là. Nicolas, est-ce que tu as des questions, toi? Je sais que tu disais que tu Ben, allais en partir fait- des débats. non, mais peut-être qu'on est mieux de pas aller là-dedans. Mais en fait, moi, j'ai terminé le film, puis j'étais super ému, tu sais. Mais je pense que je me pose des questions sur moi-même. Tu sais, est-ce que je suis matérialiste d'être attaché comme ça à des endroits, à des lieux, à des objets des fois, mais en même temps, ces lieux-là, comme jouent un rôle émotif. Ouais. Tu sais, une maison, c'est pas 4 murs puis un toit. Là. Non, Tu sais, c'est ça. c'est un lieu de souvenir, c'est un réceptacle à comme notre énergie. Là. Je sonne un Ouais. peu ésotérique. Fait que, je comprends en fait que ça ait roulé comme ça, ce film-là, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'universel, pas juste dans la problématique qu'on fait pas attention au patrimoine, mais universel dans le fait qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer dans une maison qui dépasse le simple des briques, puis 4 planches, puis blablabla. Là, fait que moi, j'étais comme ému à la fin de ton film, en fait. C'est pas une question, c'est juste une ode à ton film, là, mais à la fin, j'étais comme ému. On dirait que j'avais comme de la peine pour la maison aussi. Genre, c'est bizarre un peu. Hein, C'est sûr que j'ai poussé le bouchon aussi de la sentimentalité à la mais fin. très, très délicatement. Il n'y a aucun moment je où voulais qu'on soit forcé. triste pour cette maison-là. Mais j'étais triste, ça a marché. Moi, j'étais super triste et fâché. Ouais, comme, mon c'est un Dieu, film qui est fâchant un peu. Qui que je peux aller puncher, genre, c'est tellement une... Mais je pense que c'est plus, je suis complètement d'accord avec toi, c'est aussi le symbole que ça représente, tu sais, je veux dire. Pour moi, tu sais, on parle de culture québécoise et tout ça, j'associe beaucoup les lieux, en fait, aux parties de famille, dans le temps de Noël, des choses comme ça, qui se passaient dans la maison familiale à Gaspé, moi... dans des maisons, des énormes maisons ancestrales en bois, que le plancher craque, puis que ça sent bon, puis on aime donc ça. T'sais. Fait que pour moi, ça représente, c'est ce symbole-là, en fait, de la famille, puis de la chaleur humaine là, qu'on donne, qu'on se donne à tous et chacun. Là. Fait que, veux pas, c'est la maison en tant que telle, représente ça pour pas mal de gens, en fait, un peu partout à travers le globe. Là. Fait que je pense que c'est pour ça que ça touche autant des cordes sensibles. C'est comme effacer un point de repère, en fait. Oui, c'est ça. Un point de repère. Puis c'est surtout aussi pourquoi on le détruit. La maison, moi, je pense que le film, en fait, il a parlé aux gens parce que s'il avait construit une autre maison par-dessus, je pense que ça se serait moins fait parler. Je pense que le fait que ça a été un stationnement, un parking qui est particulièrement laid aussi, là, il défigure le centre-ville. Il y en a des plus beaux que d'autres, là, mais lui, il est vraiment, vraiment quelque chose. Puis, tu sais, ça a vraiment été c'est comme un bouton d'en face. Là. On voit juste ça maintenant. Fait que là, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi tout ça pour ça, tu sais. Mais ce problème-là, on l'a avec le patrimoine bâti au Québec, puis on l'a avec plein d'affaires. Je veux dire, des gestionnaires vont voir une forêt, puis ils vont juste voir la valeur monétaire de ce bois-là transformé en papier, ou le petit bénéfice s'ils sont attentifs à ça au niveau comme écologique. Mais je trouve qu'on dans la balance des choses, la poésie, le côté émotif, le côté affectif, on a de l'air fou d'en parler. Là, j'ai le feeling que je suis un peu ésotérique en ce moment de ça aussi, ça a une valeur, en fait. Oui. C'est pas une valeur monétaire, mais c'est une valeur qualitative. C'est ça, exactement. Je veux dire, je trouve ça bizarre d'avoir à débattre de l'importance de la survie, par exemple, des baleines. Je viens de Montréal, désolé. À tous ceux à qui les oreilles cillent, mais tu sais, je veux dire, il y a une valeur genre poétique, il y a une charge comme émotive
qui dépasse juste le pur rationnel dans l'équation. Puis je trouve que c'est notre rapport. Ton film parle, au-delà du patrimoine bâti, dans ma tête, parle de notre rapport au monde de manière générale. Ouais. Donc, T'as vraiment visé peut-être juste que ça. j'ai trop Il est vraiment buzzé. Mais non, c'est exactement ça. Mm. T'as vu ça? C'est exactement ça, la ligne sous-jacente. Là. C'est complètement ça. Il y avait de quoi dans ma tisane, je sais pas. Je me demandais, t'as fait plusieurs films quand même. Oui. Est-ce que ce film en particulier t'a appris quelque chose de nouveau que t'avais pas... Ben, au-delà T'avais pas de la vu. technique, parce qu'il m'a comme fait Après pousser, 2 ans. ouais, après 2 ans de dessin en continu, t'as pas le choix de devenir bonne. Là. Fait au-delà de la technique, ça a été aussi un intérêt grandissant pour tout ce qui est histoire, patrimoine. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du Québec présentement, les événements passés. Mon prochain film va aussi être un événement historique, mais comme mélangé à de la fiction, puis tout ça. Tu sais, moi, j'aime ça mélanger vraiment fiction, documentaire, historique. Là, fait que ça va être encore... C'est vraiment ça là, que je veux creuser prochainement. Sinon, ça a été aussi... ça a été aussi un... J'ai lâché ma job, en fait, en pub. OK. Puis là, je fais Wow. que du film maintenant. Bravo. Fait que ça a comme été un... C'est bon. Ouais, Ouais. c'est le fun, ça, parce que je me rendais compte à quel point, d'un, j'aimais pas tant ça faire de la pub. Mhm. Puis je voyais que je pouvais, genre, avancer mes projets de film pas mal plus vite si j'avais pas une job by the side. Mhm. Fait que je me lance à fond dans le film, en fait, maintenant. Là. Fait que c'est fini de faire des petits films la fin de semaine. Quelle vie Yes. de paradis. Ouais, c'est le fun. Ah oui, la vie rêvée, là. Ouais, J'ai du fun depuis plus d'1 an, là, maintenant, là. Juste faire du film, là, c'est vraiment la vie de rêve. là. Let's go. Rejoignez-nous. The water is fine. Ben, est-ce que tu as des questions? Pour... Tu des questions? Ben, j'ai des questions surtout sur ton prochain projet. Ouais. J'ai-tu le droit de poser des questions là-dessus? Bien On a-tu sûr. le droit d'en parler? T'es-tu à l'aise d'en parler? Je peux en parler. pas de OK, problème. parfait. Ben, je peux le dire, c'est quoi? Parce que c'est basé sur un événement historique qui s'est passé en 1971 au Saguenay. C'était un petit village qui s'appelait Saint-Jean-Vianney, qui était comme entre Chicoutimi et Jonquière. Puis ce petit village-là, en 1971, pendant la nuit, au plus profond de la nuit noire, les lumières se sont éteintes, tout s'est éteint, puis le sol a commencé à glisser, en J'ai fait. vu les images. Ouais. Ah, t'as vu les images? Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'était un glissement de terrain majeur là, qui a complètement englouti le village dans les années 70. Puis il y a eu une trentaine de morts. Il y a eu tout le village a fermé, en fait. Le village, c'était plus permis de loger là, d'habiter là. Fait que le village a été complètement fermé. Toutes les maisons ont été rapatriées à Arvida, là, qui était un petit village à côté. C'était la catastrophe naturelle la plus grosse du Québec moderne, en fait. Là. Fait que ça a été très meurtrier. Ça a été vraiment un gros trauma, en fait, pour les gens là, qui habitaient ce village-là. Puis moi, j'ai envie, dans le fond, qu'on suive une famille du début à la fin de cette tragédie-là. Puis, tu sais, c'est une fiction, fait que ça sera pas... ça va être beaucoup sur les liens humains, en fait, sur comment est-ce qu'on vit quand il y a une tragédie comme ça qui frappe, que pendant la nuit, le sol, littéralement, se dérobe sous tes pieds, puis que tout est enfoui dans la boîte, là. Comment est-ce que tu vis ça en tant que famille? Comment est-ce que tu vis le fait qu'il y a plein de monde autour de toi qui meurt? T'sais? Fait que je veux vraiment explorer tout ça, ce concept-là de trauma générationnel aussi. Mhm. Fait que, ouais, ça va être assez dur. Ça va pas être super joli comme mon Choisis des précédent petits film. sujets, hein? Ouais, c'est ça. Celle-là, il va être un peu plus corsé. là. Étoffé. Plusieurs couches. C'est ça. Exactement. Mais je suis tellement passionnée par ce sujet-là. Je lis tu sais, des livres qui ont été écrits sur le sujet beaucoup. Fait que... Puis je suis passionnée d'histoire. Fait que là, je bouffe des livres. Vas-tu sur aller le rencontrer des survivants de... Ceux que je pouvais rencontrer, je les ai rencontrés. OK. Les plus vieux, malheureusement, souvent, ils veulent plus trop en parler. Ouais, c'est ça, c'est Ils ont traumatique. comme été traumatisés, puis aussi, ils ont été beaucoup demandés. Là. Je veux dire, ça a été quand même majeur comme événement. Mais les plus jeunes, qui à l'époque étaient adolescents, veulent en parler aujourd'hui de c'est quoi qu'ils ont vécu ça. Fait que j'ai réussi à avoir beaucoup de témoignages là-dessus. Puis on voit là, que c'est encore une plaie ouverte. Là. C'est comme parce que ça s'est passé durant la nuit. Puis pourquoi il y a eu juste 30 morts? C'est parce qu'il y avait une game de hockey à la télé encore à 11 heures. Puis que les gens étaient encore réveillés pour écouter la finale du Canadien contre les Blackhawks de Merci Chicago. pour le hockey, Ben incroyable. oui, mais c'est qui écoutait? C'était les hommes
les femmes puis les enfants étaient couchés. Oups. Fait que toutes les morts, c'est des enfants puis des femmes, tu sais. Oh mon Fait que Dieu. c'est comme trauma x2, tu sais. Les familles ont été décimées. Les bébés sont morts. Mon Dieu, c'est vraiment l'enfer, cette affaire-là. Là. Je vais arrêter d'en parler parce que c'est... un peu La trop- thématique, c'était la fête. Voyons. Ouais, c'est la fin. Mais du moins, j'ai hâte Ouais, de voir. Inquiétez-vous même pas, il n'y si, aura pas de bébé mort dans ce film-là, là, mais c'est juste pour dire, c'était quand même un événement majeur. Puis c'était assez dramatique. Puis c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, en fait. Comment est-ce que tu vis un Mhm. événement comme ça? Puis comment tu survis un événement comme ça, surtout? Ça fait écho à Ouais. certaines tragédies d'aujourd'hui. Exactement. C'est encore une fois universel. Ben oui, Ouais. surtout qu'avec les réchauffements climatiques, on en voit de plus en plus, là, tu sais, des glissements de terrain, des drames de ce genre-là. Fait que, tu sais, ça va encore toucher des cordes sensibles là, un peu partout. N'importe qui, de n'importe quel horizon là, peut se relate. Là. J'aime pas trop ce mot-là, mais relate à ce que les personnages vont ressentir. Hey, on est rendu au punk! Yes. Hey, en fait, moi, ma première question, c'est comment est-ce que d'où est venue l'idée de départ? Moi, j'habitais sur la Côte-Nord. J'habitais à Sept-Îles pendant 5-6 ans, là, dépendamment comment on calcule. J'étais journaliste pour Radio-Canada à cette époque-là. Puis très rapidement, sur la Côte-Nord, je suis tombé en amour avec une région qui s'appelle la Mingani, OK. qui est la région la plus à l'est, accessible encore par la route de la Côte-Nord. Fait qu'on va dire souvent ça dépend comment on calcule, mais dans le Boudard Saint-Pierre, les petits villages, là, Ah oui. Agouaniche, Béjouane-Bits et Natashquan, justement. Fait que je trouvais tout le temps des excuses pour me retrouver déployé là-bas, puis ça donnait bien. J'étais comme un caméraman puis un journaliste, les deux ensemble, on appelle ça un vidéojournaliste, fait que je coûtais pas cher. Fait que là, souvent, j'étais envoyé, puis tant qu'à être là-bas, ben, j'aimais bien ça. J'aime la fête, justement. Puis je m'organisais pour me retrouver souvent dans des garages, dans des sheds, avec des bonhommes à boire un petit gin le soir. Puis c'est de même que j'ai entendu parler du punk la première fois. Donc, des bonhommes qui s'ostinaient sur y a-tu, je sais pas moi, je pense que ils s'ostinaient sur. Le punk a converti le village au ballon-ballet. OK. Puis il s'ostinait sur savoir s'il trichait en mettant du spray net en dessous de ses chaussures pour adhérer à la glace. Là. Tu sais, des affaires. J'étais comme, OK, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, c'est intéressant, mais tu sais, on est chaud, blablabla. J'ai un ami qui était familier avec Natashquan aussi, qui a entendu cette histoire-là, qui était comme, Nick, il faut absolument que tu fasses un film. Tu sais, je vois la scène de fin, là, le gars, il part sa motoneige, il part vers le blizzard, il disparaît dans le blizzard. Tu sais, puis j'étais comme, ah non, tu sais, j'étais tellement pas là. Tu sais, moi, le film que je venais de finir, c'était à Détroit, ça avait rien à voir avec. J'étais comme, non, ça m'intéresse pas. C'est une histoire dans le passé, je sais pas comment je la mettrais en image. J'aime ça comme filmer des trucs qui se déroulent devant mes yeux. Puis, non, je suis pas un cinéaste du passé, là, tu sais. Puis, ce même ami-là m'a amené à la chasse à l'orignal dans le coin de Port-Cartier. Puis, on a fait du moche. Puis, il est revenu à la charge dans un moment de faiblesse. Vous avez fait du moche à la chasse. Ouais. OK. Ça a-tu marché? Je veux Si dire, on a, dans le sens si on a de tué un comme- orignal, ouais. non. Non, OK. Non, pas en tout, mais j'ai vécu plein de choses extraordinaires. Là, tu sais. La chasse, finalement, en tout cas, j'espère que je vais pas révéler un secret comme gardé par tous les chasseurs du Québec, mais la chasse, c'est juste une manière d'être dans le bois, genre en silence. Ben, comme la pêche, en fait. Ouais, C'est ça, ouais, tu sais, moi, j'étais comme, hey, pour tu vrai, chill dans je m'en le fous. sol. C'est clair que c'est cool de tuer un orignal, mais je suis dans le bois pendant une semaine en silence à écouter, puis à être très, très attentif au son, puis en tout cas. Tu fais c'est communion avec la nature. exactement. Et c'est dans ce moment-là que mon ami est revenu à la charge avec l'histoire du punk, puis que finalement, tranquillement, les images ont fait leur chemin jusqu'à moi, puis que j'ai finalement décidé de sauter dans cette aventure-là, qui était pas mal plus compliquée finalement que j'aurais pu l'imaginer. Ok. Parce que, tu sais, là, moi, je me disais, mon dernier film, c'était tourné de nuit à Détroit, dans le pire quartier de la ville. Tu sais, c'était comme. Zog Island qui a été présenté à plein écran l'an passé. C'est ça, on a failli se faire. Tu sais, on a vraiment failli se faire tuer. C'était comme vraiment rock'n'roll. C'était dur sur le corps, c'était dur sur le moral. J'étais comme, hey, Natashquan, il n'y a rien là. C'est le film le plus dur que j'ai. Ben, le plus dur. C'est les personnages les plus durs à convaincre de participer que j'ai jamais eu de ma vie. Là. Tu sais, j'en ai fait quelques-uns, des documentaires. Il y en a qui étaient convaincus que j'étais un policier undercover. Il y en a une au moins qui est convaincue que je suis le. Qui est encore Allô, convaincu. Madeleine. Qui est convaincu que je suis le fils du punk. Tu sais, puis quand je suis comme, non, ma famille vient de l'Abitibi, ça n'a rien à voir. Tu y Là, ressembles, quoi? non, et juste comme je le sais, et comme chut, ton secret est safe avec moi. Genre, elle est vraiment comme convaincue, Madeleine Collard, pour pas la nommer. Tu sais, les gens avaient vraiment comme. Était méfiant. Étaient méfiants. Il y a plein de monde qui sont convaincus que le punk est encore en vie
ils l'ont tellement Comme aimé, Elvis. ce gars-là, qu'ils veulent pas lui nuire. Mm. Ils veulent pas révéler ses secrets. Il y a eu pas mal plus de petits trucs criminels qui se sont passés que ce qu'il y a dans le film. Fait que les gens aussi ont peur de eux se mettre dans le trouble. En tout cas, c'est vraiment comme... Ça a été ultra dur de convaincre les gens de Natashquan de me parler de cette histoire-là. Puis il y a des gens, tu sais, que je suis tellement triste. J'adore tous ceux qu'il y a dans le film, mais j'aurais tellement aimé les convaincre, les avoir dans le film, mais Puis ça n'a pas marché. il n'y a pas de problème à me raconter ça sur le coin d'une table, autour d'un gin, mais pas devant une caméra. Pas devant une caméra. Puis combien de temps ça t'a pris comme pour établir un lien de confiance assez fort pour les quelques personnes qui étaient game de se montrer devant la caméra? Ben, tu sais, il y a eu 1 an de recherche, fait que où je suis allé régulièrement à Natashquan boire du gin, OK, essentiellement. ça aide. Puis après ça, une autre année de production. Mais tu vois, jusqu'à la dernière seconde, là, il a fallu que je travaille. Tu sais, je me rappelle, il y a un personnage, on l'appelle, lui-même, son surnom dans le village, c'est Tikkun, là, le barbu roux qu'on salue. Oui, Allô? oui, oui. Ben lui, je l'avais filmé pendant mes recherches sur le terrain. On s'est entendu qu'elle allait être dans le film. Il a débarqué sur le setup de tournage. Puis là, il a vu la caméra, il a vu l'éclairage, il a vu le preneur de son. Puis je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Puis il était comme... Il est sorti de la maison, puis il était comme non. Puis je veux que tu retires tout qu'est-ce qu'il y a de moi dans le film. Je veux pas que tu... Oh, wow. Puis ça a été comme énormément de négociations. OK, de quoi tu veux qu'on parle, de quoi tu veux qu'on parle pas. Mm. Fait que le deal sur lequel je me suis... Puis tous les personnages avaient ce genre de règles-là, un petit peu. Là. Il y a des choses qu'ils voulaient pas dire. Puis moi, ce que je leur ai dit, c'est je me gênerai de poser aucune question. Ça, c'est le deal. Je vous pose toutes les questions que je veux, puis vous répondez à celles que vous voulez pas. À celles que vous voulez, pardon. Donc, tu sais, il y a des moments où je leur pose une question, puis ils sont comme non, moi, je vais pas là. Ça me tente pas d'en parler, puis tout. Fait que c'était comme le deal qu'on a trouvé. On peut-tu savoir c'est quoi les questions? Ben, il y a beaucoup de questionnements autour de la dernière personne qui était avec Ok. le punk. La personne qui est partie avec ouais, lui en ok. Basse-Côte-Nord, en motoneige. C'est quelqu'un qui est encore en vie. C'est quelqu'un qui vit dans le village d'à côté. C'est quelqu'un qui travaille pour la municipalité de Natashquan. Il vient tondre les pelouses. Les gens ont un peu peur de lui. Ok. Les gens ont un peu peur de lui nuire. Il y a comme un malaise là, fait qu'on voulait pas trop rentrer là-dedans. OK. Moi, je suis allé le rencontrer. On s'est assis chez lui. Il m'a raconté sa version de l'histoire. Est-ce que c'est vrai ou non? Dur à dire. Mhm. Ouais. Mais j'ai ma version. Moi, j'ai mon hypothèse, Ok. mais je peux pas la raconter. Mais devant moi, une je trouve que ça caméra comme fonctionne dans le film. Ça fait comme planer une aura de mystère. Ouais. tu sais, Ouais. Qui est intéressante. Là. Ben, tu sais, j'aurais voulu... évidemment, j'aimerais ça, savoir ce qui s'est passé pour de vrai. Puis je fantasme encore sur le fait que le punk apparaisse à mener dans une projection puis soit comme c'est moi, tu sais. Ou de loin me fasse un clin d'œil ou je sais pas trop, mais... En levant son verre. En levant son verre, ouais, c'est ça, tu sais, genre... Mais... Parce qu'il y a du monde qui sont convaincus, mais pour de vrai, de l'avoir vu il y a pas si longtemps que ça, Ah ouais. à la Casa Grecque à Québec. Ben, voyons. Tu sais, le film, je suis allé le présenter cet été à Natashquan, puis il y a plein d'autres histoires qui sont sorties. Fait que là, le lendemain de la sortie du film à Natashquan, là, écoute, je prenais un café au café, tu sais, puis là, d'autres versions, là, d'autres affaires sortaient, tu sais, ça faisait vraiment juste comme continuer à surenchérir un petit peu. Je cherchais pas la vérité dans ce film-là. Tu sais, j'avais été journaliste, là, ça m'intéressait plus. J'ai quitté Radio-Can pour une raison. Là. J'avais envie de rentrer dans la mythologie, j'avais envie de rentrer dans la légende. Tu sais, puis finalement, c'est un film pour moi par rapport aux gens de Natashquan, par rapport aux gens des petits villages. C'est pas un film, c'est une anecdote incroyable, le punk, là, mais c'est une anecdote. Basé sur. Oui, Ouais. ça fait partie d'une grande mythologie macacaine. C'est comme ça qu'on appelle les gens de Natashquan. J'aurais pu prendre n'importe quelle de ces histoires-là. Il y en a 1000, là, des histoires comme celle du punk de Natashquan, là, à Natashquan. Tu sais, je veux dire, Gilles Vigneault, c'est du documentaire quand il chante ses chansons. Mhm. Puis il parle du monde de là-bas, tu sais. Puis c'est tous des grands personnages, c'est toutes des légendes, tu sais. Je veux dire, vraiment, là, cette histoire-là en dit beaucoup plus sur les gens de Natashquan que sur le punk lui-même. Même s'il était flyé. Là. J'ai rencontré la famille du punk, les 3 sœurs du punk qui sont encore en vie. Ils sont quand même rock'n'roll, puis ils m'ont dit notre frère c'était le plus rock'n'roll de la gang, fait que ça m'a vraiment donné une idée à quel point il était flyé, tu sais. Mais allô les filles.
Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment une ode, finalement, aux gens de village, aux gens des régions éloignées qui racontent des histoires puis qui s'entertainent encore, comme 40 ans après les événements, à s'ostiner sur des détails, tu sais. C'est comme... Je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a séduit en Natashquan. Puis c'est ça, pour moi, le cœur du film. C'est vraiment comme cette manière-là de vouloir sauvegarder la mémoire d'un petit village à travers des histoires qui sont plus temps réel, qui sont comme décollées un petit peu. Puis, ouais. Je dois dire que un des fils de l'histoire qui est un de mes préférés, c'est la drogue derrière la Vierge Marie. Ah ouais, c'est bon. C'était vraiment bon. Je me demandais, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pas dans le film comme ça, ou est-ce qu'on veut protéger le punk? Non. Ne pas mentionner ses Ils crimes. cachaient de la drogue partout. Partout. Il y a des madames qui sont pas dans le film et qui m'ont raconté à Mané, on savait que la police était au village, blablabla. J'ouvre mon tiroir, il y a plein de cash. Je suis comme maudit punk. Écoute, il y a plein d'histoires comme ça. Il a caché, quand la police venait au village, il cachait toutes ses affaires. À Mané, il partait en courant, là, il ramassait dans toutes ses cachettes. Il a caché de la drogue dans un drum une grosse barrique de gaz, là, où les gens, une tub, là, où les gens font leur feu. Il a balancé sa drogue là-dedans, puis le propriétaire de la tub et de la maison où ça se trouvait, il est allé faire un feu, fait qu'il a brûlé toute la drogue. Oh mon Dieu. Écoute, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Il y a des gens qui ont retapé les maisons où le punk avait habité dans plusieurs maisons, puis ils trouvaient de la drogue cachée dans les tringles de rideaux, là, vraiment, il y en a caché partout. Ils creusaient des savons, puis ils remplissaient... il en envoyait dans des... À Manille, il a ouvert un garage dans le village, puis il se faisait livrer de la graisse à Bering, puis c'était comme dans la graisse, là, genre, il y avait de la dope là. Il a envoyé au village par la poste aussi les gros ghetto blasters, là, une radio, genre. Ouais. Puis il l'avait envoyé chez quelqu'un, comme... Un cadeau. Comme un cadeau, puis la personne arrive pour faire jouer de la musique, puis il avait comme, voyons, il se passe rien, tu sais. Puis dans le fond, le punk avait comme retiré toute l'électronique de l'intérieur de cette radio-cassette-là, puis il avait tout foulé ça de la drogue dedans. Non, il était super créatif. Là. Il y en avait dans voyons comment on appelle ça, les flotteurs des hydravions. Tu sais, dans ce temps-là, les gens allaient à Natashquan beaucoup en hydravion, puis il travaillait, lui, sur les hydravions beaucoup. Mm-hmm. Fait qu'il avait rempli les flotteurs de drogue. Tu sais, ben voyons donc. Flyé. Quel esprit créatif. Vraiment, mais c'est un bon génie quand même. Ça. C'est drôle, on parlait de travail d'archives ou de recherche tout à l'heure avec Alexa. Je me demandais, est-ce que tu as vu des photos du punk, comme ton casting? Oui, j'en ai plein. Okay. Moi, je voulais pas qu'il ressemble forcément au punk, mon comédien. Je voulais surtout qu'il comprenne un peu, qu'il ait comme un peu la même énergie, qu'ils comprennent un peu comme la poésie aussi. C'est facile, je pense, pour les gens peut-être de la ville de folkloriser les gens de la région, puis d'être comme « ha 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 », ils sont donc bien genre motés avec leur skidoo. Puis moi, je suis touché, je vois de la poésie, je vois de la beauté, je vois comme quelque chose de... j'avais pas envie qu'un comédien débarque puis soit comme un peu en mode d'une gang de caves, puis « ha 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 », c'est une grosse... joke. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Oui, des fois, ça m'arrive de rire un peu des personnages, mais avec tellement d'amour. Puis je voulais que la personne qui interprète le punk comprenne ça un petit peu. Puis j'ai trouvé le meilleur gars pour faire ça. C'est un gars qui vient de cette île. Comment tu l'as trouvé? C'était comme quelqu'un qui popait sur mes réseaux sociaux de temps en temps. Cette île, c'est pas... 30, ben là, je veux pas insulter personne, là, je me rappelle plus exactement combien de personnes il y a. Mais le monde, comme un petit peu plus flyé, ils sortent tout le temps, puis on se voit, on sait qui est qui. Ouais. Puis lui, ça faisait une couple de fois qu'il popait, puis je pense qu'on s'était écrit, juste en mode blablabla. J'avais pris des brosses avec ses amis. Puis c'est un gars super flyé, qui a grandi à cette île avec des bonnes racailles, des fouetteux de machines, des super bons gars, là, mais des petits dealers qui allô Seb, du monde quand même, le king du parc Ferland. Là, c'est vraiment des bons motés de région.
Puis il a grandi comme dans ce milieu-là avec ces gars-là, mais en même temps, lui, il faisait du patin artistique toute sa jeunesse. Il étudie à Concordia en sémiotique, du baseball. Il a fait sa maîtrise sur Pierre Perrault. Il est comme à cheval entre deux univers. Puis c'est un peu un personnage quand tu le croises. Il a super d'énergie. Il est super comme charismatique, super charmant. Des fois, il bouscule un peu le monde parce qu'avec le monde de la ville, il joue le gars de la région. Avec le monde de la région, il joue le gars de la ville. En même temps, on a fait des 12 heures de route à Appel ensemble, puis on écoute du Alain Deneau de bord en bord. C'est comme vraiment un personnage intéressant. Fait que moi, j'étais juste... Ça fait un beau pont avec le punk qui aussi était un personnage Puis, intéressant, ouais. ça nous a permis d'aller tourner avec ses chums aussi. Il y a des gens, malheureusement, qu'on voit juste en passant, mais j'ai tourné un peu avec des chums d'enfance de ce gars-là, Bleu, en fait, pour pas le nommer, c'est son surnom. Puis ça m'a ouvert la porte à une toute une autre Côte-Nord qui est comme une Côte-Nord de fouetteux de machines, de petits dealers, au vrai punk d'aujourd'hui. Là. Fait que ces gars-là m'ont aidé énormément finalement sur le film, en amenant des vieilles motoneiges, en faisant des pirouettes en motoneige pour moi, en retapant des vieux chars, en faisant des burns. Vraiment, je me suis mis en contact avec comme tout cet univers-là, les punks d'aujourd'hui, là, grâce à Bleu. Dès le début, tu savais-tu que tu allais faire des reconstitutions avec des vrais acteurs ou c'était comme au début, tu voulais faire du doc? Au début, c'était vraiment du cinéma direct. Okay. Puis j'étais comme, ils vont me raconter leurs histoires, puis en même temps, ils vont être en train de, défaire des filets, puis là, il va y avoir des morues. Puis finalement, j'étais juste comme, hey, je pense que j'ai comme envie de prendre du Canal D, genre. Okay. Du Netflix, là, c'est quand même, on va le dire quand même. J'aime beaucoup les reconstitutions du Canal D. Mais c'est ça, c'est du bon storytelling. C'est un faux pas énorme dans le documentaire de création de faire des entrevues, puis de faire des reconstitutions, tout ça. Mais en même temps, j'étais comme, c'est du bon storytelling. On est tout le temps happé, dans ces histoires-là. Fait que j'étais comme, je veux prendre du doc Netflix ou du doc Canal D, puis lui faire un bébé avec genre du doc de création, puis genre, je veux que mon film, ça soit comme l'enfant de ces deux trucs-là. Fait que je veux comme du Canal D, puis genre le casser un peu, puis genre... Fait que c'est ça, puis mon dernier film que j'aime beaucoup, Zog, était un peu... était comme un peu déprimant. Je me rappelle, je sortais des projections de mon film, puis des films qui étaient présentés avec, puis j'étais comme, ah mon Dieu, fuck la vie, genre, ça va pas, puis tout. Fait que j'avais comme envie de faire un film dans le plaisir, dans l'humour. J'avais envie de faire un film qui brasse, puis j'avais envie de faire un film genre pour mes mononcles aussi. Tu sais, mes mononcles, ils viennent voir mes films, puis ils sont comme, bravo Nick, blablabla, mais j'étais comme... Là, je vais leur faire un film qu'ils vont aimer pour de vrai, puis qu'ils vont pas aimer, genre, parce qu'ils m'aiment. Tu sais, genre... Ça va venir les chercher. C'est ça, fait que... Parce que, tu sais, ma famille, du côté de mon père, en tout cas, on vient du nord de l'Abitibi, Nord-Métal. Fait que, tu sais, c'est aussi des petits bonnes de région, là, mes mononcles, puis tout. Fait que j'étais comme... J'avais envie de leur faire aussi une ode... un petit hommage. À travers ce film-là. Fait que c'est ça. Les reconstitutions sont arrivées assez rapidement. Puis il y a un film que j'adore qui s'appelle Stories We Tell de Sarah Polley. Film incroyable, gratuit sur Internet, l'ONF, qui utilise des fausses reconstitutions. Tellement bien. Il filme ça comme des archives de famille. Puis je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps. Puis je me suis encore fait prendre. Je le sais, là, parce que j'en ai parlé, c'est mon inspiration. Puis j'étais comme, j'ai-tu halluciné que c'était des fausses reconstitutions, genre des fausses archives, parce qu'ils sont tellement bien intégrés, puis tout, puis je sais ça. J'avais comme envie de jouer autour de ça, puis en même temps, ben, il y a tellement de zones de faux dans l'histoire, on sait pas c'est quoi la vérité du punk, que je trouvais que ça faisait un peu écho, de jouer comme sur le vrai, le faux, ça faisait un peu écho à l'histoire dont on n'aura jamais le fin mot, fait que c'est ça. Est-ce que tu as dû couper beaucoup de matériel? Énormément. Énormément de matériel. Parce que ton film, il est combien de temps? Il fait 20 minutes. Il fait 20 minutes, mais t'en aurais pour 1h30. Facile. Ouais, j'aurais vraiment pu... C'est ça qui est triste des fois, c'est couper l'expression « kill your darlings ». T'as comme des petites préférences, puis à un moment donné, juste parce qu'il faut que ça soit plus court. Écoute, on a tellement de stock. J'ai fait des grosses games de ballon-ballet. On a tourné dans la maison des grands-parents de Gilles Vigneault, genre plein de scènes. Wow. On a fait faire tellement de petits accessoires d'époque. Vraiment, on s'est comme donné à fond la caisse, puis finalement, il y en a dans le film, mais si peu. Là, c'est incroyable. Ouais.
C'est la vie. Ben, peut-être. Il va y avoir un Punk 2. Le retour. Ouais, le retour. Le retour. Ouais. Si tu nous va entends, arriver. Punk, et appelle-moi, écris-moi, je veux savoir où est-ce que t'es. Il va arriver dans une projo en marchant lentement, comme Ouais. ça. Ah, ça serait tellement hâte. J'aimerais vraiment ça. En même temps, j'aime ça, pas savoir, tu sais. Je Mhm. suis comme... je suis un peu ambivalent, tu sais, là-dessus. Genre, je suis en train de travailler sur un deuxième film qui est aussi sur quelqu'un qui a disparu, mais plus proche de ma famille. Tu sais, le personnage principal, c'est mon père, qui cherche un de ses amis qu'on présume qui a disparu en mer. Puis j'ai trouvé ce qui est arrivé. Il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre puis beaucoup de questions, mais je suis comme presque déçu. Ah ouais? Parce que j'aimais ça, être dans le fantasme de... Ouais. Un Ok. peu de pas savoir, tu sais. Il y a plein de choses que je sais pas encore, mais je sais il est mort où, tu sais. Puis c'est pas mal moins... Une fois que tu le sais. Ouais. Mm. J'ai plus de place pour le fantasme, en tout cas. C'est pour ça que c'est le fun, je pense, le punk, c'est que t'as comme pas de finalité claire. Tu sais. Ouais, T'es toujours dans, mon Dieu, est-ce que je vais le voir au coin de la rue à un moment donné, puis je vais pas le savoir. peut-être. Ben, s'il nous écoute en ce moment, on aimerait, je regarde la caméra, on aimerait beaucoup qu'il se pointe à notre party clôture qui va avoir lieu demain, le samedi 31 janvier, au Turbo House, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et puis, le punk, en fait, c'est le film vedette de notre soirée clôture. Ça va être malade. Ouais, il ça va y va avoir de être la merch, malade. il va y avoir des tattoos. On va faire rentrer des motos en feu. Ça va être débile. Le punk va être là, en tout cas. Ça va être fly raide. Ouais. Ça va être fly. Il y a de la musique aussi. Oui. Il va y avoir une prestation du groupe Princesse, groupe rock. Ben, c'est déjà la fin, c'est plate, parce que moi, je continuerai Des heures. longtemps. Je dis Ben tout le temps ça, mais c'est vrai, je le ressens dans mon cœur. Ben, on vous remercie beaucoup de Merci vous pour être l'invitation. joints à nous. Merci. 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 On est très chanceux aussi parce qu'on a de la belle visite en studio avec nous. On a Rémi Saint-Michel pour le film Zoé. Allô, Rémi. Bonjour. Allô. Et puis, on a Élie Jean Tachi avec nous pour son superbe film Angel. Salut. Salut. Et puis, pour se réchauffer un peu avec la thématique de fête, moi, j'étais curieuse et j'aimerais savoir, c'était quoi votre meilleur souvenir de fête ou le plus beau cadeau que vous avez reçu? Je te laisse commencer. Si ça avant vous vient en d'avoir une tête. idée. Si ça vous vient en tête. En fait, moi, j'ai reçu, quand j'étais jeune, j'ai reçu un cadeau qui m'a traumatisé après. Mais là, quand je me souviens, là, Ah ça, ouais, me fait, ça ça me fait m'intéresse. beaucoup rire. OK. Donc, j'ai reçu comme genre un peluche, genre en forme d'oiseau, OK. mais genre plusieurs. C'est genre à la mode, ce genre de cadeau. Donc, j'ai reçu plusieurs. Puis après, j'ai eu une petite phobie par rapport aux oiseaux pour un certain moment. Donc, mais là, je suis correct. Mais attends, ils sont venus comme en batch de 3 ou C'est comme... juste par hasard, plusieurs personnes de ma famille qui m'ont donné le même cadeau. Le même, exactement. Le même, exactement. Puis est-ce que ça rendait ta chambre à coucher un peu eerie? Ouais. Oui, j'ai caché vraiment là loin parce que aussi c'était des perroquets, genre qui répétaient la même phrase. Ouais, c'est un peu traumatisant. T'avais-tu pour un déjà enfant. manifesté un intérêt pour les Pas perroquets? du tout, pas du tout, au contraire. T'avais quel âge? J'avais comme genre 5, 6 ans à peu près. ok. ouais. Mais là, je ris quand je me rappelle de ça. Ben oui, c'est une bonne histoire. Est-ce que ta famille les a encore? Non, OK. non, je pense pas. J'espère. On va t'y retrouver. Ça pourrait être une bonne idée pour le début T'en d'un film d'horreur. envoyer, genre. Oui, oui. Et puis toi, Rémi? Ben moi, écoute, j'ai pas une histoire aussi de route. Mais l'année passée, à ma fête, c'était l'éclipse totale. Puis j'ai vraiment trouvé Ah! ça vraiment cool. Pas parce que c'était ma fête, mais ça a donné de même. Puis j'ai aimé ça. C'est... Hein? Ouais. Ben, en fait, on peut commencer avec ton film, Zoé. Ben, en fait, le pont, ça pourrait être les yeux de Zoé. Ouais, c'est ça. Moi, je me demandais, est-ce que tu peux expliquer ton film un peu pour les gens à la maison? Oui, mais en gros, tu sais, c'est un film un peu. Je dirais, pour l'expliquer, que j'en suis venu à un moment donné, pour une raison externe, à me questionner qu'est-ce que je ferais si je faisais un film de zombies. Mhm. Puis très vite, je me disais, ben, c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'un zombie vit. Tu sais. Mhm. Parce que, je veux dire, les survivants qui tuent des zombies, bon, je trouve pas qu'il y a grand-chose d'autre à dire là-dessus. Mais je trouvais que, tu sais, l'idée qu'il restait peut-être quelque chose puis qu'on les traite comme des monstres m'intéressait beaucoup.
Fait que j'en suis venu à développer un peu comment approcher cet angle-là. Puis, qu'est-ce qui devenait intéressant, c'était peut-être que dans mon film, le zombie serait pas le personnage le plus monstrueux, justement, tu sais, puis tout ça. Fait que de là est devenue la dynamique avec l'autre, puis avec cette espèce de zombie-là qui est prisonnière, en gros, là, puis qu'on se met à... Je voulais qu'on root pour elle à la fin. Ben, ça a clairement marché. Ouais. On root pour elle. Tant mieux. Solide. Merci. Moi, je me demande, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus d'écriture du film? Comment est-ce que le film s'est écrit? C'est ça fait des drôles de scénarios parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a Ouais. rien. Tu sais, c'est de la description, mais écoute, je l'ai écrit quand même assez vite, je te dirais. Tu sais, je l'avais pas mal en tête déjà à la base, mais ça a pris plusieurs années avant que je décide vraiment, hey, je vais faire ce film-là. Tu sais, je l'avais jamais écrit, j'avais juste l'idée. Puis à un moment donné, c'était vers la fin de la pandémie, je pense, je m'étais dit, tu sais, j'attendais d'autres projets, évidemment. Puis là, je m'étais dit, je vais déposer ça. Je vais l'écrire, je vais le faire. Mais après ça s'est fait quand même vite, ouais, parce que je pense que j'avais pas mal mes lignes. Puis je laissais quand même de la place aussi. Tu sais, c'est un genre de scénario pas si c'est précis quand même dans les actions, mais en même temps, ça dure pas beaucoup de pages, là, tu sais, vu que... Fait qu'on avait beaucoup de lousse, puis j'ai beaucoup travaillé avec Nisha, la comédienne, Mhm. pour voir un peu comment on approchait ça, comment elle l'interprétait. Puis, Comment est-ce que tu as rencontré Nisha? par audition. OK. Je la connaissais pas du tout, mais nous autres, on avait cherché. Tu sais, mon instinct premier, c'était comme, on devrait demander peut-être à du monde en danse, en cirque, ou un truc, tu sais, du monde qui serait très corporel dans leur jeu. Mais finalement, Nisha n'est pas du tout ça. Nisha est comédienne plus de théâtre. Elle fait des one-woman shows, puis elle est musicienne aussi. Elle n'est pas du tout une artiste de ce genre-là, mais elle avait instantanément, en fait, même avec sa photo, déjà, j'étais comme... Je l'aimais beaucoup. Puis quand on l'a rencontrée tout de suite, c'était sûr que ça allait être elle. Là. Je veux dire, en plus, elle est rentrée dans l'audition en nous disant tu sais, j'ai beaucoup pensé à comment faire un zombie, puis je vais m'inspirer de mon chien parce que mon chien il est super pas fin avec tout le monde sauf elle. En gros, fait que. Puis tu sais, juste ça, il y avait justement une trame narrative de chien dans le film, mais elle savait même pas à ce moment-là. Nous, on avait donné très, très peu d'infos au monde qui venait passer l'audition. Là. Parce qu'en fait, vous vouliez vraiment avoir comme un apport des comédiens. Ben, dans un sens, oui, puis dans un autre sens aussi. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Je ne vais pas te donner une scène qui décrit des affaires qu'on regarde, puis ça ne donne rien. Fait qu'on était plutôt comme... On a donné des grandes lignes. Vous allez jouer un zombie, mais on va vous faire des affaires de genre... Ben, soit comme... dans ta bulle, comme si tu étais presque somnambule, puis tu réveilles-toi, puis sois enragé, puis tombe à terre. Puis c'est qui est willing de faire ça, en gros. Puis il y a du monde qui n'était pas willing. Il y a du monde, quand on leur a décrit un peu, ils n'ont comme pas voulu faire l'audition. OK. Puis c'est correct aussi. Parce qu'ils ne voulaient pas se jeter à terre? Entre autres, là, je pense qu'ils trouvaient... Ça les dégoûtait, ils sentaient qu'ils ne seraient pas confortables. Puis ça... Mais tant mieux, là, je veux dire... J'ai aucun jugement là-dessus. Même si c'est aussi bien de le dire d'avance que de s'en rendre compte sur le set que ça ne te tente pas. Là. Mais Nisha était extrêmement volontaire. Elle a été vraiment, même, j'irais jusqu'à dire courageuse, là, parce qu'elle s'est vraiment comme assez bardassée quand même, pas mal pour nous. Ouais. Elle est quelque chose dans le film. Oui. Élie, est-ce que tu as des questions pour Rémi? Ou des commentaires? Si j'ai des questions pour Rémi, mais bravo tout d'abord parce que ce qu'il vient de dire, moi je suis quelqu'un qui adore les films et les séries de zombies. Okay. J'adore ça même dans leur formule très classique, c'est quelque chose que j'aime. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ton film, c'est un peu le côté, on est du point de vue du zombie, genre... Et on a vraiment de l'empathie, on aime ce personnage-là, puis on root pour elle. Puis moi, ma question, parce que tu as déjà parlé de tout ça, moi, le maquillage, je trouvais c'était vraiment très bien réussi. Toute l'image aussi, même la direction artistique, l'éclairage, mais je sais pas, tes collaborateurs sont... c'est Dominique Asbani qui était notre chef maquilleuse, qui est excellente. Là, oui, elle a fait une super job. Puis, oui, tant mieux. Je suis content
qui était embarqué. On est allé avec quelque chose de quand même soft. On voulait pas des faces à moitié arrachées, puis des affaires. Les niveaux de zombies peuvent être bien variables, mais on voulait une approche quand même. Bon, on voulait avoir l'impression qu'elle n'était pas une morte vivante, mais plutôt quelqu'un qui est malade. Ça fait que déjà, il fallait pas qu'elle ait l'air d'être morte. Ça fait qu'il y a des niveaux de blessures que tu vas pas, si tu veux avoir l'impression que la personne a survécu. Fait que c'était un peu ça, nos guides. Là, mais ouais, moi, je suis très content aussi du maquillage. Où est-ce que le film a été tourné? À Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh my God! Il y a une thématique Saint-Jean-sur-Richelieu pour le balado. Il y a plusieurs histoires de Saint-Jean. Ça a été tourné, je sais pas si vous connaissez Étienne Gallois, qui est comédien. Oui, ben en fait, il était à la place d'Élie C'est chez quelques ses jours. parents. What? OK. Parce que je très savais drôle, qu'il y là. avait cette espèce de pool house, là, une genre de petite cabane, pas un cabanon, mais une cabane pour aller te changer avec une toilette sur le bord de ta piscine. Ouais. Puis vu que j'étais déjà allé chez ses parents parce que j'ai fait des films avec Étienne, ben je savais qu'il y avait ça. Puis quand j'ai écrit le film, je me suis dit, c'est ce genre de place-là que ce serait le fun qu'elle soit prise dedans. Puis après, j'ai juste demandé, hey, on peut-tu, genre. Puis ses parents étaient game. Hein? Ouais, on leur a tout rénové, leur pool house, en fait. Parce qu'il était vraiment en train de tomber en ruine. Fait qu'il était quand même content. Je veux dire, on en refaisait une porte, une fenêtre. Je me demandais, c'est quoi les plus gros défis au niveau du tournage, selon toi? J'imagine que un défi avec un film de même, justement, c'est comme t'as pas de dialogue, c'est un peu plus abstrait de savoir si t'as le matériel que t'as besoin. C'est comme... il faut vraiment que tu penses à ton montage, comme en tournant, encore plus que d'habitude. Je pense que c'est tout le temps un peu le cas, mais là, c'est vraiment comme, OK, il faut qu'elle regarde là, puis il faut que lui, il fasse ça, puis il faut qu'il aille ça, puis là, on veut-tu un beat plus long? Le temps, en fait, devient comme un peu pas clair. Les longueurs des choses, parce que tu sais pas comment tu vas vouloir le gérer après au montage. Fait que j'imagine que ça, mais une partie qu'on s'est affranchi qui nous a quand même vraiment aidé, c'est qu'on a tourné absolument sans son. On prenait pas de son sur le set. On l'a tout fait en poste. Wow! 100%. Fait que... Et pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que pour la nature du film, moi, j'avais le goût de pouvoir parler à Nisha tout le temps. Et à mon DP. Ça fait que je pouvais comme tout le temps parler puis dire, ah oui, on se rapproche, OK, on se recule. On était tout le temps sur le rec un peu, en fait. On n'a pas besoin de recommencer, de faire une clap, puis une annonce, puis tout ça. On faisait juste... Puis je le montais moi-même aussi, fait que ça me dérangeait pas que ce soit le chaos. J'étais comme, j'allais pas donner ça à quelqu'un. Mais, ouais, c'était un peu ça le processus. Puis la deuxième raison, qui était vraiment pour aider aussi le film, c'était... Je voulais créer un univers sonore qui allait être un peu... ce qu'on peut imaginer qu'elle entendrait dans sa condition. Puis je trouvais que si on prend pas de son réel, ça nous force à vraiment choisir les sons qu'on met. Donc, à pas aller rechercher de réalisme en tout, mais à aller chercher juste des éléments qui nous intéressent, puis à les pousser autant qu'on veut, puis pas être pris avec une espèce de trame de fond qu'on fait juste rajouter par-dessus. Là, on partait de zéro. Je comprends la logique, ça fait quand même beaucoup de sens. Ouais. Tu sais, c'était tough après. Là, je te dirais, quand t'arrives au début, puis t'es comme, bon, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu bizarre, mais je suis vraiment content de ce qu'on a fait avec Samuel Gagnon-Thibodeau, qui est mon concepteur sonore. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec, là, à travailler ça. Shout-out au grognement de Nisha. C'est quoi le commentaire que tu reçois le plus pour le film? Ben, quel commentaire je reçois souvent? Je sais pas trop. Celui que je suis content de recevoir, c'est quand le monde me dit justement qui carait pour Nisha. Qui carait pour le personnage. Qu'on a cru aussi, parce que c'est ça la peur parfois quand on fait des films de science-fiction, de zombies, c'est est-ce qu'on croit à ça? Ouais. Et moi, j'ai cru. Ben, merci. Merci beaucoup, Rémi. Merci. On peut passer à Élie. Ben oui, il faut. Allô? Allô? Écoute, moi, est-ce que tu peux décrire un peu ton film pour les gens à la maison? Donc, mon film 00 Angel Angel. C'est-tu comme ça qu'on le dit? Oui, c'est son username, en fait, qu'il utilise parce que c'est un documentaire. C'est un documentaire hybride qui suit Angel, qui est un danseur nu d'origine mexicaine à Montréal.
et on le suit dans une partie de sa vie, parce que c'est un court-métrage aussi, où on voit un petit peu comment il aide sa famille, comment il décide pour pouvoir aider sa famille à l'étranger de tourner vers le web et vers la plateforme en ligne pour offrir ses services sexuels. Donc, ça, c'est le synopsis du film. Mais ce qui m'a ramené à faire ce film-là, en fait, c'est une plus longue histoire parce que c'est un projet que j'ai fait dans un cadre de concours que l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, ont collaboré avec la Société de la musique contemporaine de Montréal. Wow. Donc, ils ont créé comme des binômes, ils ont sélectionné des binômes compositeurs, réalisateurs pour travailler la musique et faire la conception de la musique avant même de tourner le film. Okay. Donc, j'étais jumelé avec Frédéric Leduc-Moreau, qui est la compositrice du film, à une étape vraiment très tôt dans le processus. Donc, je brainstormais sur mon film, puis elle composait sa musique aussi, et on était obligés de faire de la musique contemporaine à quatuor de cordes. Donc, on était aussi très... il y avait une structure en place. En place. Donc, c'est quand même un grand défi de penser la musique avant d'avoir une idée de ce que je vais tourner comme film. On avait comme aussi 1 mois pour faire ce film-là. Donc, il y avait beaucoup... J'adore ça. Okay. Moi, la majorité de mes films, je les ai fait comme ça. Ça pousse vraiment la créativité. Puis, j'étais pendant 1 mois full mode. Qu'est-ce que je vais tourner? Comment je vais jumeler cette musique-là avec quel type d'image? Et moi, je pars toujours de sujets qui me parlent personnellement. Donc, tout ce qui est représentation du corps masculin, même racisé au cinéma, c'est des sujets qui m'intéressent, l'immigration, l'identité. Donc, j'étais un peu aligné vers ça et j'ai pitché au début à ma compositrice que j'ai envie aussi de créer un certain contraste entre musique et image dans le but de créer un 3e sens ou une couche de narration de plus dans le film. Et je suis parti après... et le documentaire, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et la flexibilité aussi, l'hybridité du genre aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en faisant des recherches que j'ai rencontré Angel. Donc, après plusieurs recherches, j'ai rencontré Angel, j'ai appris beaucoup sur son travail. J'ai plongé aussi dans l'univers des danseurs nus, dans le village gay à Montréal. Et son ouverture, en fait, et il était prêt aussi à raconter cette partie de son histoire-là qui m'a poussé à le suivre pendant vraiment une courte période de temps pour faire ce film-là. Mais pendant combien de temps tu l'as suivi? 3 jours, je pense. Oh, mais wow! J'ai eu quand même des journées où on s'est rencontrés pour parler, pour apprendre plus sur lui. C'est un projet aussi que j'ai envie de continuer de pousser encore plus loin après ce court-métrage. Je trouve que dans un petit court-métrage, j'ai pas pu montrer plusieurs facettes. Donc, c'est comme une partie de son portrait, mais il est encore plus que ça, ce qu'on voit dans le film. Donc, c'est vraiment très, très court. C'était aussi au début un exercice plus esthétique de jumeler musique et image. Mais moi, mon amour pour le storytelling et le documentaire m'a poussé vraiment à montrer, à dresser une petite facette de son portrait dans ce film. Vous semblez avoir un bon rapport parce que il y a beaucoup de proximité. Wink, wink. Est-ce que la confiance est tout de suite installée quand tu as rencontré Angel? Je pense que c'était rapide parce que quand même, moi, quand j'approche un personnage pour le documentaire, j'écoute autant que je partage aussi mon histoire. Donc, je suis là c'est un échange entre nous deux. Puis pour moi, un documentaire, ça se fait, on fait ensemble le film. Oui, c'est mon approche visuelle, etc. Mais on l'écrit presque ensemble parce que c'est inspiré de son histoire. Donc, je trouve que le fait de partager quand même, moi, je suis quelqu'un qui vient du Liban, lui du Mexique, moi, je suis un homme gay, lui un homme gay aussi. Donc, le fait de partager aussi un parcours migratoire similaire, puis d'avoir quand même de mon côté cette ouverture d'apprendre plus sur son métier et le respect, bien sûr, ce qui fait que ça a aidé plus rapidement à créer ce lien fort. Puis on est toujours amis. C'est cool! Oui. Qu'est-ce qu'il pense du film? Il l'adore parce que Angel, c'est quelqu'un aussi... les danseurs nus, en général, c'est aussi des comédiens ou des performeurs. C'est des personnes là, qui montent sur scène, qui jouent des personnages aussi sur scène, suivant leur audience. Donc, c'est des personnes qui aiment aussi être devant la caméra. Mais Angel, en particulier, il m'a raconté qu'il voulait être comédien quand il était jeune, mais
c'était difficile pour lui pour des raisons financières ou des raisons de là où il vivait. Mais il a beaucoup aimé l'expérience. Puis ça se voit parce qu'il était très généreux à partager ses archives, les histoires qu'il a vécues. Il était très enthousiaste aussi de raconter son histoire. Donc, il a beaucoup aimé le film. Ouais. Il était surpris de se voir comme ça à l'écran quand on a fait la première. Rémi, est-ce que tu as des questions pour lui? Oui. Non, mais parce que je t'entends. Hold my beer. Moi, je savais rien du film avant de l'écouter. Ouais. Je l'ai juste écouté dry de même. Puis je t'avoue que je me doutais que c'était quelqu'un qui pratiquait ce métier-là pour vrai, mais je pensais que c'était une fiction quand même. Ouais. Puis là, j'aimerais juste peut-être que tu me parles de qu'est-ce qui est mis en scène, qu'est-ce qui l'est pas. Tu sais, je veux dire, les interactions avec son chat room, mettons, sont-tu réelles ou sont stagées? Pour être, c'est ça le côté hybride un petit peu de film, c'était pas brisé la magie. Plus pour. Moi, je suis curieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout ce qui est genre les lieux, tout ça, c'est la vraie. Même quand on a tourné dans le bar, c'est là où il performe. Tu peux toujours aller le voir. Peut-être. Il danse toujours. Je pense que c'est juste pour le chat room ou la plateforme. On a dû stager ça, mais en se basant sur des vraies affaires. Sur des vraies affaires. Donc, j'étais là avec lui parce que pour une simple raison de juridique, un peu de si jamais il y a des personnes, des usernames, même, c'était un peu compliqué d'avoir même la vraie plateforme de la plateforme. Donc, c'est pour ça... On la voit pas beaucoup, en fait. On est beaucoup, tu sais, de l'écran est comme vers le personnage. C'est ça, c'est ça. Donc, pour ces raisons-là, on a passé plusieurs séances à voir les commentaires qu'il reçoit le plus. Okay. Et on a restagé ça. OK. Ouais, ça c'est... Mais tout ce qui est genre appel avec sa mère, les scènes dans le bar, tout ça, c'est des... Avec sa mère, c'est le vrai appel et avec sa mère. En fait, c'était pas planifié. Tout ce qui était planifié, c'est que quand j'ai appris que sa mère habite au Mexique, puis qu'il parle avec elle, puis en général, oui, il envoie de l'argent à sa mère, mais c'est jamais dramatique. Donc, il envoie quand il avait besoin. Mais quand il a appelé, puis puis il y avait cette situation de sa sœur qui était malade et tout ça, c'est là que... Ça, la beauté aussi du documentaire, c'est que parfois, tu filmes des choses là, puis ça change, ça shift un petit peu l'histoire. Au début, c'était pas nécessairement suivre un danseur nu qui aide sa famille, puis... Mais c'est cool. C'est intéressant, parce que c'est ça, je me doutais que c'était enraciné dans de la recherche, puis dans probablement un personnage même qui faisait ça, mais je savais pas le degré. Puis là, je t'entendais parler de documentaire, c'est un documentaire, puis j'étais comme, OK, mais à quel point? C'est très inspiré de la vérité. Oui, mais c'est cool. Je me demandais, en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de matériel qui a été coupé? Parce que je présume qu'il y a des histoires le fun, d'autres histoires le fun qui se sont passées. Y a-tu... Ce que je voulais vraiment, parce que aussi j'étais limité dans la durée du film. Oui, c'est vrai. Donc, c'était comme genre 10 à 12 minutes, aussi selon la composition musicale, parce qu'il fallait qu'elle compose, que la musique soit présente quand même dans le film, sans devenir un clip. J'ai filmé des scènes extra qu'ils n'ont pas fait le code dans le film. Et malheureusement, parce que Angel, dans la vraie vie, il a un côté très fun. Donc, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais on voit un côté plus mélancolique, un peu triste. C'est dark quand même. C'est un peu dark. Mais c'est pour cela que j'ai envie de pousser, aller plus loin dans cette thématique-là, parce que pas juste lui, les danseurs aussi nus que j'ai rencontrés, ils font ça pour le fun aussi. Ils aiment faire ça. Il n'y a pas juste un côté pour aider ou... c'est sûr, il y a des difficultés, il y a des défis, être danseur nu, racisé aussi à Montréal. Mais il n'y a pas que ça. C'est des performeurs qui s'amusent à faire ça, à préparer leurs performances, à jouer des personnages. Donc, ce côté fun, on ne le voit pas dans le film, mais ça existe. Et j'aimerais bien avoir l'opportunité de le montrer dans un autre projet. Le retour de Angel. Le retour. Est-ce Angel strikes back. Ouais. Yeah. Est-ce que c'était quoi tes plus gros défis de tournage? Les scènes de nudité. Okay. Parce que j'étais à la fois, c'est déjà le lien de confiance, qu'il soit à l'aise.
De deux, je voulais pas profiter parce que c'est ce qu'il fait, lui, pour de l'argent aussi. Donc, c'était vraiment délicat de vraiment parler avec lui, de partager un petit peu les scènes. Moi, ce que je fais, c'est que je m'assois avec mon personnage à plusieurs reprises. Il me raconte ses scènes de vie, ce qu'il fait dans la vie. Après, j'essaie de dire comme, OK, ça, c'est intéressant qu'on restage ou qu'on revit ce moment-là ensemble. Et parfois, quand il y a des scènes de nudité, je vais poser la question, on va discuter de ça. Puis s'il est à l'aise, il est à l'aise. Puis d'avoir toujours une équipe, surtout de construire une équipe qui sont ouverts à cette idée-là et qui contribuent à la belle énergie de l'équipe pour qu'ils soient à l'aise, qu'on soit tous à l'aise. Parce que moi aussi, comme créateur ou comme documentariste, je dois aussi être à l'aise devant mon moniteur. Est-ce que je suis voyeur? Est-ce que ma position, est-ce que je suis confortable? Donc, pour les deux, pour qu'on soit tous confortables, c'est ça, je pense, le défi dans ce genre de film en particulier. En fait, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ce film en particulier t'a appris? Ou même, ça peut être comme, je vais toujours faire ça d'une telle façon à partir de maintenant. Ou... Et moi, ce que j'aime, ce qui m'a appris, et aussi d'autres œuvres que j'ai fait avant, c'est la rencontre humaine dans le documentaire en général. C'est ça que j'aime le plus en plus, et de créer avec ces personnes-là. Donc, de vraiment de sortir un petit peu de l'idée que c'est moi le réalisateur, c'est moi qui regarde. Je trouve qu'en documentaire, le plus que j'apprenne à collaborer avec même mes protagonistes, le plus que j'ai du fun, qu'on a du fun, puis le plus qu'on amène ensemble son histoire. C'est ça la beauté de porter l'histoire de ce personnage à l'écran, avec notre signature comme créateur, bien sûr, mais on a cette responsabilité. Et le plus que je pratique ça, je pense, dans ces petits projets, parfois comme celui-là, dans ce cadre de projet, le plus que j'ai du plaisir, ouais. Ben, en fait, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, malheureusement. À moins, t'avais-tu d'autres questions? Non, ça On va y repenser. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu nous rendre visite comme ça. C'était super intéressant. Merci. Rémi, merci Élie. Merci beaucoup.